Ce podcast est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on est au mois de novembre. Donc, mois de novembre est le mois de l'entrepreneuriat. Et comme sujet, on a décidé de parler de reprenariat. Donc, qu'est-ce que c'est le reprenariat? On va en apprendre plus maintenant. Mais pour nous en parler, on a Martin Deslauriers avec nous, qui est directeur général du Centre Entrepreneuriat ESG UQAM. C'est bien ça? Je l'ai dit comme il faut? C'est excellent. Salut Martin, merci d'être là. Merci Simon de l'invitation. Écoute, peut-être juste nous parler de c'est quoi le Centre Entrepreneuriat ESG UQAM, honnêtement, avant que tu prennes la direction générale, parce qu'on va le dire, on se connaît d'une certaine date. Moi, je ne savais pas que ça existait. Donc, c'est quoi leur mission? En fait, tu n'es pas le seul à ne pas savoir que ça existait, mais le centre existe depuis maintenant 20 ans. Le centre était là plus pour des besoins internes de l'université au départ, donc ceux qui avaient des projets entrepreneuriaux. Mais là, cette année, le centre est rendu dans sa crise d'adolescence. Dans le bon sens du terme, en fait, il veut prendre sa place dans l'écosystème entrepreneurial. Je pense que l'Université du Québec à Montréal est un des leaders dans la formation de gestionnaires au Québec. Depuis 50 ans, on a gradué 110 000 étudiants en gestion. Donc, c'est une des universités francophones qui en a gradué le plus. Donc, on a quand même un pouvoir de peut-être créer des futurs entrepreneurs. Donc, le centre veut prendre sa place maintenant puis se positionner dans différents écosystèmes entrepreneuriaux. Puis là, on parle de reprenariat parce que ça fait partie de la mission, là, peut-être juste nous expliquer c'est quoi le reprenariat puis pourquoi c'est important pour toi, pour le centre, d'en faire une priorité. Oui, en fin de compte, il faut dire que l'entrepreneuriat est une économie du Québec. Si on prend seulement les petites entreprises, 75% des petites entreprises ont moins de 10 employés. Et ça procure l'économie pratiquement du Québec parce que c'est ces entrepreneurs, RE, donc qui permet de créer des emplois. Puis souvent, on oublie un peu cet écosystème-là. Donc, si on prend les statistiques de 2023, il y a eu plus de reprenariat que de création d'entreprises. Donc, ça, c'est un phénomène qui est nouveau. Donc, on n'avait jamais connu ça encore. Donc, on essaye de sensibiliser un peu la population québécoise, d'avoir une vigie sur les entreprises. Parfois, c'est des petites entreprises, mais qui permettent de créer des emplois qu'on apprécie, qu'on peut gérer notre destinée. Mais souvent, on n'a pas pensé qu'on peut reprendre une entreprise parce que ce n'était pas dans notre ADN. Notre milieu familial ne nous en parlait pas, milieu scolaire non plus. Donc, c'est un point très important, le reprenariat, là, donc à évaluer pour les gens qui ont un profil d'entrepreneur. Puis, reprenariat, là, pour être vraiment de base là, dans le jargon, parce qu'on se comprend, toi et moi, là, pour le bienfait de tout le monde. Peut-être une petite définition bien simple du reprenariat. Oui, en fait, c'est l'acquisition d'une entreprise existante. Et on a tout le temps eu la tendance de créer notre propre entreprise, le start-up. Ah, c'est une grosse mode, là. On est là-dedans, ça fait longtemps. Là. On est là-dedans, c'est sûr qu'on part à zéro, mais on part à zéro. Tandis que le reprenariat, ça existe déjà. Il y a déjà des fondations, il y a déjà une banque de clients. Puis parfois, l'entrepreneur est peut-être en âge qui n'a pas trop fait évoluer son entreprise au cours des 10 dernières années. Donc, en fait, ça peut devenir une très belle opportunité de partir sur un modèle qui n'était peut-être pas notre modèle du démarrage, mais de l'adapter à nous, puis tranquillement, d'avoir beaucoup de chances d'avoir de succès que de partir à zéro avec un start-up. Puis pourquoi il semble avoir... Peux-tu peut-être donner le portrait statistique là, du ralentissement des créations d'entreprises ou d'existence de PME? On en discutait hors micro, puis tu avais des bonnes stats là-dessus. Peut-être donner un topo de ce qui se passe au Québec au niveau du Québec Inc. Oui, en fait, le Québec Inc. est apparu après la Révolution tranquille. Le peuple francophone était toujours plus un employé qu'un employeur.
Puis il y a certains leaders qui ont décidé de prendre leur place. Donc, on a eu des belles entreprises qui sont apparues dans les années 70, puis il y a eu une fierté entrepreneuriale qui s'est intégrée au Québec. Par contre, là, on est en fait pratiquement notre 5e année du Québec Inc., mais ceux qui ont parti leur entreprise en 70, on s'entend qu'ils sont plus en mode sortie. Et là, les 20 dernières années, la situation est quand même dramatique parce qu'en 2000, on avait au-dessus de 190 000 PME au Québec et on prévoit en 2029 qu'on va être autour de 100 000. Donc, dans les 20 dernières années, notre écosystème entrepreneurial, auprès du point de vue des petites entreprises, est pratiquement disparu. Qu'est-ce que ça occasionne? Bien, une perte de pouvoir local. On devient à la merci d'entreprises étrangères comme employés. Donc, en fait, on perd un peu le contrôle de notre destinée. Donc, c'est pour ça qu'on a l'importance du reprenariat. Oui, je comprends, mais donc on perd un peu un pouvoir qu'on avait gagné, qu'on est en train de laisser aller finalement. Effectivement, bien entendu, tu sais, en entreprise, dans le secteur de l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de mauvaises nouvelles. Il y a toujours des opportunités. Donc, pour ceux qui vont avoir le flair de regarder ces acquisitions-là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ont les reins assez solides, que financièrement, parce que l'obstacle premier du reprenariat, c'est le financement. Donc, ceux qui sont en mesure de financer, c'est qui possèdent déjà des entreprises assez grosses. Ils ne regardent pas des entreprises de moins de 10 employés. Donc, ils cherchent toute l'entreprise à 100 employés. Mais ça, on n'en a quasiment pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les petites sont laissées. Mais une structure qui envisage d'acheter des petites, de consolider, puis d'engager des futurs repreneurs à l'interne, qu'on pourrait dire des intrapreneurs, bien, ça pourrait être un modèle extrêmement intéressant. Mais actuellement, ce n'est pas un modèle qu'on connaît. Là. Non, c'est ça, parce que du jour au lendemain, on veut être en mode acquisition. Puis on a ça, là, même pour des entrepreneurs existants qui veulent faire une acquisition d'une entreprise qui a 10 employés et moins, c'est pas quelque chose qu'on voit si souvent. En tout cas, je sais pas, là, peut-être que tu vas m'instruire, là, mais demain matin, si c'était notre cas, là, si c'était mon cas, à qui je m'adresse? C'est quoi les organismes pour m'aider? Est-ce qu'il y a une structure en place? Bien, il y a des structures. Je pense que l'État a quand même mis en place plein de structures entrepreneuriales, des OBNL, des programmes de financement pour essayer d'aider. Le problème qu'on a actuellement, c'est que souvent, les aides sont plus au niveau du start-up ou des multinationales. Donc, il y a comme un manque au milieu pour les petites entreprises. Donc, dans ces cas-là, bien, si on regarde un peu le scénario qui se produit, c'est qu'on est en train de perdre la moitié en 20 ans. Donc, je pense que ces personnes-là, il y a bien qui ont mis la clé dans la porte, mais personne n'est au courant qu'elle est à vendre. Puis, vu que ça crée une entreprise, mais la valeur marchande de cette entreprise-là n'était pas vraiment élevée. Donc, l'entrepreneur qui pensait de vendre, bien, il se dit, bien, pour avoir... je dis des chiffres approximatifs, mais 50 000 pour une entreprise, 100 000 pour une entreprise, il se dit, bon, on va la fermer. Mais qu'est-ce qu'on perd? C'est qu'on perd peut-être 8 emplois et on perd un emploi aussi pour le propriétaire. Donc, dans les faits, on perd une dizaine d'emplois. Donc, cette partie-là, c'est sûr que la recette, il n'y en a pas. On a créé des plateformes, différentes plateformes pour déposer les entreprises à vendre. Mais... est-ce qu'on veut mettre notre entreprise dans une plateforme que les gens vont savoir que l'entreprise est à vendre? Ça va faire en sorte de diminuer ton chiffre d'affaires. Donc, le meilleur moyen, souvent, c'est les comptables qui possèdent cette information-là, le comptable de l'entreprise, qui donne l'information dans son petit réseau. C'est pour ça que le centre, on a des visées pour 2025, de vraiment développer une plateforme que les gens vont pouvoir déposer d'une manière confidentielle leur entreprise. Et que nous, de notre côté, de monter une banque d'acquéreurs, des jeunes acquéreurs qui ont une bonne idée qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est de l'entrepreneuriat. Puis essayer de faire des belles fusions entre ces personnes-là pour qu'on puisse avoir en fin de compte, avoir la chance de ne pas perdre ces entreprises-là puis avoir un impact. C'est parce que c'est quand même les PME de moins de 10 employés, c'est 75 % de notre économie. Donc, c'est triste pour la suite. Donc, mais je suis confiant qu'on va trouver des solutions. Fait que là, parle-nous un peu de tes projets parce que, tu sais, le centre d'entrepreneuriat, tu m'as parlé de certains projets partenariats avec des cégeps parce que, tu l'as dit tantôt vite, là, mais on le voit, là, dans les écoles de gestion, soit, puis on les nommera pas nécessairement, mais soit qu'on forme des gestionnaires pour de la grande entreprise ou de la moyenne assez grande entreprise, ou soit qu'on y va dans l'entrepreneuriat, mais c'est start-up.
dans le mix entre les deux, au niveau entrepreneurial, dans la formation, il n'y a pas grand-chose qui se spécialise là. Il y a des programmes, beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles professionnelles sortent des programmes de formation. C'est un peu la solution actuellement pour essayer de combler, on va dire, le milieu de vie d'une entreprise. Parce que comme tu l'as mentionné, les startups, on a beaucoup investi dans les startups. Puis j'ouvre une aparté, la technologie, le gouvernement a injecté énormément d'argent au cours des 10 dernières années au point de vue des startups technologiques. Et là, le constat est qu'on a injecté beaucoup d'argent, mais les résultats ne sont pas là. Donc, vraiment une réflexion actuellement à dire comment on peut mieux aider. On va essayer, on a de côté, nos démarches pour essayer d'aider, c'est vraiment dans le milieu, on va dire, de l'entreprise, c'est que quand elle est en mode croissance, elle est en mode transformation numérique, cette partie-là est souvent oubliée. Ou on réfère à des programmes universitaires que peut-être 80% du programme ne correspond pas aux besoins de la personne qui est en entreprise. Donc, est-ce qu'elle va se taper un programme seulement pour 20%? Ben non. Donc, il y a un volet qui est très important. C'est là que le centre veut se positionner. C'est qu'on va développer une bibliothèque virtuelle qui va permettre d'aller chercher de l'information de base. Ça ne sera pas une maîtrise, ça ne sera pas un cours crédité, mais exemple, quelqu'un qui veut comprendre la transformation numérique. C'est quoi les éléments de base? Mais on va développer une capsule et là, on va demander l'opinion des gens sur le terrain. Les personnes qui sont fréquemment, en fin de compte, leur travail, c'est d'accompagner les entreprises. Donc, on ne veut pas avoir nécessairement, je pense que l'appui universitaire des professeurs, des chercheurs, ça amène un plus, mais il ne faut pas non plus oublier la réalité des entrepreneurs. Donc, eux ont besoin d'avoir plus d'éléments concrets. Donc, la plateforme qu'on va développer dès le mois d'octobre, notre premier lancement va être le 15 octobre. Donc, là, maintenant, vous allez pouvoir même la voir parce qu'on est en novembre, mais ça va être un bel outil. Puis peut-être pour rajouter un élément au niveau des cégeps que tu as mentionné qui est hyper important, c'est qu'on accompagne des startups souvent sur une base d'1 an. Puis on sait très bien qu'une entreprise, ça prend 4 ans pour survivre. Ouais. On a l'École des sciences de gestion en partenariat avec le Centre d'entrepreneuriat. On a plusieurs deck back. Les deck back, c'est que les étudiants qui ne sont pas encore branchés dans leur futur, mais ils disent, moi, l'administration m'intéresse, les affaires m'intéressent. Donc, on a la possibilité de faire une technique, mais en s'inscrivant dans un deck back, c'est que il y a une année de cours qui est donné par des professeurs de l'université, l'École des sciences de gestion, et qui permet à dire, après son deck, moi, je veux poursuivre, d'avoir une année complètement accréditée. Donc, actuellement, on a déjà 6 partenariats. Donc, on veut, nos démarches pour la prochaine année, c'est d'essayer d'accompagner les gens qui ont un projet d'affaires du cégep jusqu'à la fin de l'université. Donc ça serait quelque chose qui est nouveau. Puis en même temps, en rapprochant des entreprises qui ont un besoin de relève, de proposer aussi à des gens qui ont un profil entrepreneurial, tu as pensé aux startups, mais qu'est-ce que tu me parles comme projet? J'ai une entreprise qui vend, puis je pense que tu aurais une complémentarité. Donc, de peut-être ouvrir les yeux à des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs qui n'avaient jamais envisagé de racheter une entreprise. Donc, il y a beaucoup de projets sur la table là, pour 2025. Puis même à ceux qui vendent aussi, de ne pas nécessairement penser qu'ils vont vendre à un compétiteur ou à une autre entreprise aguerrie, mais que ça peut venir de quelqu'un qui est plus jeune, mais qui rentre dans les rangs de la business en vue puis qui est coaché à ce niveau-là, c'est ça? Ça, en plus, c'est que si on avait plus d'appui pour les cédants, pour eux, pour valoriser leur marché, je disais un peu plus tôt qu'ils ferment l'entreprise parce qu'ils pensent que ça ne vaut pas assez cher. Ils n'ont pas pensé à la monter pour la vendre. Exactement. Puis parfois, c'est parce qu'ils sont rendus à une étape de leur vie qu'ils ont travaillé à 80 heures par semaine en début de carrière. Là, ils sont rendus dans du 25-30. Puis ils ne veulent plus faire autant d'efforts qu'avant. Mais s'ils réussissent à avoir une perle rare qui veulent prendre la relève sur un plan de 5 à 10 ans, je mets 5 à 10 ans, mais ça peut paraître long, mais pour un entrepreneur, rendu à sa 10e année, c'est peut-être 10% de son temps. Mais avec une bonne structure de gel d'actions, des nouvelles actions, moi, je suis convaincu, puis j'ai des exemples dans mon environnement, que leur valorisation d'entreprise a pratiquement doublé en fait de cette manière-là.
Mais le manque de connaissances, puis le manque de relève identifié fait en sorte que les gens abandonnent avant de faire un processus comme ça. Ben c'est ça, c'est le manque de connaissances des cédants aussi. C'est ça qui arrive, parce qu'on ne pense pas nécessairement toujours préparer sa business à la revente. Puis on l'entend un peu plus, de plus en plus, je dirais, dans des cercles d'affaires que moi je côtoie, je l'entends un petit peu plus, mais je dirais pas que c'est jamais la priorité d'un entrepreneur pendant qu'il est dans le feu de l'action, là. On dirait qu'il pense un petit peu trop tard. Oui, je suis d'accord. Puis les cédants, leur problème qu'ils vivent, c'est que tous les outils d'information maintenant sont sur le numérique. Si eux, le numérique, ils sont pas à l'aise avec ça, on s'entend que toute cette information-là est perdue. Donc là, il reste un autre, il y a les courtiers qui vont jouer un rôle pour essayer de vendre des entreprises, donc ils vont peut-être approcher des entrepreneurs avec un âge plus âgé. Mais là, est-ce que le courtier est le bon conseiller d'une acquisition? Donc là, c'est là tout l'aspect de complexité d'acquisition. Donc, il y a peut-être des jeunes qui disent « Ah, moi, c'est trop complexe, je n'avance pas. » Et le cédant, il dit « Ben moi, je trouve ça trop compliqué, je n'avance pas non plus. » Donc, effectivement, il y a un volet information qui n'est pas simple à transmettre à un groupe d'âge qui est moins numérique quand tous les outils d'information maintenant sont rendus numériques. Puis, là, je vais te sortir de tes souliers, là, mais pas vraiment parce que tu as un passé et un présent d'entrepreneur également. Tu n'es pas que directeur général du centre, puis c'est pas pour réduire le poste, là. Mm-hmm. Mais je pense que ça serait le fun qu'on se prête à l'exercice. Tu sais. Si je suis un cédant, puis je suis pas un cédant, mais je suis un entrepreneur qui pense à vendre dans un avenir, mettons, de 4 à 5 ans, c'est quoi l'ABC? Mm-hmm. Puis après ça, je suis un entrepreneur qui n'est pas nécessairement un jeune qui est ses bancs d'école non plus, mais qui a déjà une entreprise, qui s'intéresse, parce que ça aussi, ça peut être intéressant. Mais je veux dire, il y a des entrepreneurs qui décident de faire d'acquisition. Il y en a plusieurs qui font une croissance avec ça. Fait que commençons par le cédant. C'est quoi ces étapes? Pour faire du entrepreneuriat, c'est quoi l'étape 1, puis le 2, puis 3, 4? Qu'est-ce que tu ferais, toi? L'étape 1, là, puis c'est ça, parce que comme tu l'as mentionné, ça fait 20 ans que je suis dans l'environnement fusion-acquisition. Je suis une 3e génération d'entrepreneurs, donc j'ai vu mon grand-père céder son entreprise à mon père et ses frères, et j'ai vu mon oncle transférer l'entreprise à ses fils, et mon père ne pas me transférer l'entreprise. Donc, en fait, le problème qu'on voit souvent dans une optique comme ça, c'est que le cédant, lui, ses clients, il les connaît. Ils sont dans sa tête. Il y a une relation de confiance qui s'est bâtie avec ses clients. L'acquéreur qui s'en vient, bien, lui, il veut avoir comment je suis capable de maintenir ton modèle d'affaires. Pour rendre ça simple, là, comment tu arroses tes plantes qui soient aussi belles à chaque matin pour avoir ton chiffre d'affaires? Ils n'ont pas bâti comment maintenir leur chiffre d'affaires. Donc, souvent, leurs clients sont dans les classeurs, ils n'ont pas transféré ça dans les CRM, ils n'ont pas défini leur recette de communication pour définir qu'est-ce qu'ils font pour amener ce chiffre d'affaires-là. Donc, toute cette partie-là de chiffre d'affaires, ils ne démontrent pas le futur. Ils s'appuient sur les données comptables du passé. Donc, l'élément là, primordial pour un cédant, c'est se préparer interne, c'est ça? C'est se préparer interne pour être capable de dire, regarde, quand je te passe le flambeau, bien, tu as simplement à prendre ma recette que je t'ai bâtie au cours des 5 dernières années, puis ça va bien se passer. Puis c'est là l'important de l'accompagnement. C'est là qu'il s'il reste en place, mais ça permet de... Étape 1, accompagnement pour l'interne. Oui. C'est étape 1, accompagnement pour l'interne, puis de préparer. Moi, j'appelle ça du business staging. On connaît ça beaucoup dans du home staging. Mais c'est le même principe. Comment tu peux améliorer ton entreprise avant de la vendre pour sécuriser ta transaction? Donc, l'accompagnement est important. Qui fait ça? Bien, actuellement, il y a différents groupes. C'est là que souvent, les gens vont laisser ça dans les mains d'un courtier. Mais un courtier ne fait pas d'accompagnement. Par contre, il ne charge pas des honoraires en principe. Il va charger simplement quand il y a une vente. Il y a différents groupes, il y a différents OBNL qui peuvent essayer d'accompagner. Le problème qu'on a souvent, c'est que les conseillers n'ont jamais fait de transaction. Puis là, c'est de dire, c'est qui les intervenants qui travaillent auprès des gens qui ont fait une transaction? Moi, je suis dans l'optique qu'il faut reprendre des entrepreneurs qui ont pris leur retraite, qui veulent donner un peu de leur temps, que ce soit 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Qui ont déjà vécu le chemin. Qui ont déjà vécu le chemin pour essayer de donner des petits conseils comme ça pour que les gens se retrouvent un peu dans le volet administratif d'une acquisition, parce que là, les professionnels vont arriver. Ils vont avoir les comptables, ils vont avoir les avocats, puis après ça, ils vont avoir le financement. Donc,
Ils ont tout un biais aussi. Là. C'est toute la question du conflit d'intérêt dans les conseils là-dedans. Il y en a qui sont bien intentionnés. Là. Je ne veux pas te prêter une mauvaise intention, mais si on prend un financier, il veut faire le deal. T'sais. Si on prend le comptable, ben, il y a des honoraires à charger, puis l'avocat aussi. Fait que c'est quasiment du mentorat que ça prendrait, comme tu dis, d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Là. C'est là qu'on essaie de regarder qu'est-ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, puis d'essayer de faire mieux. Donc, on n'a pas toutes les recettes encore, mais on s'est dit, comme centre universitaire, on est une structure avec énormément de contenu. On a de la recherche, on a des profs, puis on a un écosystème de gradués aussi qui ont passé par le processus. Donc, vous êtes neutre aussi. On est neutre, donc on essaie vraiment de se positionner pour essayer de jouer un chef d'orchestre. Donc, quelqu'un qui va tomber sur notre plateforme, qui veut faire une acquisition, ben nous, on va essayer de saisir ses besoins. Puis c'est là, la première ligne va être faite par des entrepreneurs. Et là, il va être capable de vraiment, entrepreneur, de définir c'est quoi, où ça accroche pour toi, où que ça bloque pour comprendre sa réalité. Puis ensuite, de le déléguer, bien, première étape, moi, je te conseille d'améliorer toute ta structure de clientèle. Bien là, on peut peut-être révérer une entreprise qui est plus spécialisée dans des CRM, des campagnes. Donc graduellement, on va jouer quand même, dire, OK, tu es rendu à cette étape-là, d'une manière d'accompagnement le plus structuré possible pour qu'on finisse avec une symphonie de Beethoven. On a fait le côté Sada, c'est bon, merci. Parce que c'est clair et pas clair, parce qu'il n'y a pas de temps, on le sait, là, il n'y a pas tant d'outils en place que ça. Fait que il y a beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat là, depuis des années. Je veux dire, il n'y a pas de playbook parfait. Là. Mais du côté acquéreur maintenant, puis là, parlons pas nécessairement d'un étudiant qui grandit là-dedans dans les programmes, pas nécessairement les vôtres, là, mais vraiment d'un entrepreneur qui est en croissance, puis il dit, ben moi, ça m'intéresserait de faire l'acquisition d'une business, tu sais, puis c'est quoi l'ABC? Écoute, l'ABC, il faudrait qu'ils choisissent plein de comptables. Puis, parce qu'actuellement, le secret est gardé par plusieurs comptables de ces entreprises-là. Ouais. Donc, il y a eu différentes plateformes que je n'aimerais pas aujourd'hui, que les gens publiaient, un peu comme on publie pour une maison, Xentris. Ouais. Par contre, la valeur des entreprises, c'est sûr qu'elle est affichée comme ça, c'est pas les meilleures opportunités tout le temps. Donc, moi, je conseille pour quelqu'un qui est en mode comme ça, c'est sûr que le réseautage devient un élément hyper important. Les professionnels du milieu de la transaction, d'essayer de passer son message, de prospecter, d'informer, parce qu'on ne trouvera pas l'opportunité d'affaires, il faut qu'elle se déniche. Donc, il n'y en a pas comme ça. Donc, ceux qui vont gratter, ils vont être les mieux servis. Puis c'est un peu ça qu'on va essayer de faire comme un centre universitaire, là, d'essayer d'aider ces gens-là qui font de la recherche. Puis, une espèce de carrefour, tout le monde se retrouve. Là. On veut, en fin de compte, dans la prochaine année, on veut vraiment trouver des acquéreurs qui ont été gradués chez nous, puis aussi qui ne l'ont pas été, mais de tout âge. Que ce soit des personnes de 55 ans. Si on regarde les dernières années, là, les 5 dernières années, puis je voyais avec une statistique sûre, les 35 ans et moins, il y a seulement 5 % qui ont fait du repreneuriat. Donc, si on mise seulement sur les jeunes, ben, il y a un volet à miser parce qu'il y a seulement eu 35 %. Il faut faire augmenter. Il faut faire augmenter ce volet-là. Puis même en même temps, il faut peut-être mieux préparer les cédants pour que ça soit plus facile pour les gens de 35 ans et moins. Pourtant, il y a plein de programmes de financement pour eux. Okay. Mais la partie des personnes qui ont 45, 50 ans, c'est le gros créneau des achats actuellement. Le 45-55 ans, là, c'est au-dessus de 30 %, c'est ceux qui font les acquisitions. Puis il y en a là-dedans là, qui ont été employés à temps plein pendant toute leur vie. Ils ont fait ça parce qu'il y avait une famille à faire vivre, puis il n'y avait pas le risque financier de l'entrepreneuriat. Maintenant, les enfants sont grands, ils ont bâti un actif. Donc, on va jouer un rôle d'essayer d'informer le plus possible que l'entrepreneuriat, ça touche à tous. Mais c'est là que le monde universitaire, le monde de l'éducation, on a un rôle à jouer pour sensibiliser la population à l'entrepreneuriat. Parce qu'actuellement, si on le voit dans les pays de l'Afrique du Nord, les enfants ont 3-4 ans, ils vont avec les parents au marché, puis ils essayent même de vendre des produits avec les parents. C'est vrai. Nous, tu parles à tes parents, tu dis tu veux être entrepreneur à 5 ans, ils vont dire non, si tu n'auras pas de régime de retraite, c'est trop dur. Donc, ça prend un équilibre. Je pense que oui, c'est dur d'être entrepreneur, mais ça prend un équilibre. Ça en prend plus au Québec. Oui. Non, effectivement. Puis tu parlais de financement.
peut-être juste, c'est quoi les programmes? Si on parle, tu parlais de la tranche 40-55, avant 35 ans, on sait qu'effectivement, il y a encore là, ça vient du monde de la start-up aussi beaucoup, mais sinon, reprendre, est-ce que tu es financé à 75, 80, 100%, 120%, comme les achats de building, ou c'est quoi? Comment ça marche? Bien, il y a un programme avec Futurpreneur, je le nomme parce que c'est un des bons pour les jeunes qui est en bas de 39 ans. C'est du financement là, pour aider du reprenariat, là, quasiment les yeux fermés. Ils prennent beaucoup de risques. Donc, c'est sûr que dans le reprenariat, pour des jeunes en bas de 39 ans, Futurpreneur est une plateforme, une institution qui a fait sa marque. Il y a différents programmes qui existent un peu partout, différentes villes aussi qui reçoivent des montants d'argent du gouvernement pour aider l'entrepreneuriat de leur région. Moi, je vous dirais que même mon garçon qui a commencé le cégep, je dis, présente des projets entrepreneuriaux dans les écoles, tu vas gagner peut-être 5 000 par année avec des concours. Il n'y a pas assez de volume de demande. Donc, je vous dirais, quelqu'un qui a un intérêt puis qui, premièrement, regarde dans son écosystème à lui, son école, est-ce qu'il est encore dans un environnement scolaire? S'il est gradué d'une université, d'un cégep, d'une école secondaire, son centre de service, de revenir peut-être voir s'il n'y a pas encore un centre entrepreneuriat qui pourrait peut-être les guider, d'un. Après ça, d'aller voir sa ville, dans son secteur. En fin de compte, il y a beaucoup, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est qu'il y a plein d'aides, mais actuellement, il y en a tellement. C'est tout disloqué, là. C'est difficile à comprendre où qu'on doit aller chercher notre argent. Mm-hmm. Ouais, fait qu'il n'y a pas de... T'as pas un go-to que tu es en train de nous expliquer. Futurpreneur. Ouais, pas les gens en bas de 39 ans, ouais. Ça c'est bon. Sinon, c'est vraiment... C'est quoi, c'est les ORPEX, là, tu sais, style... ici, nous, c'est Développement économique Longueuil. Est-ce que c'est la première place où se présenter? C'est dépendant des régions. Encore une fois, les structures ne sont pas pareilles de secteur en secteur, donc... Est-ce que nos banquiers sont capables de nous aiguiller là-dessus? Ton banquier, lui, il veut financer. Donc, c'est sûr qu'il va essayer de trouver les solutions pour t'aider dans ton financement. Mais il n'y a pas de recette, sérieusement. C'est ça, dans chaque secteur, chaque ville, chaque région de la ville, les services ne sont pas tout à fait pareils. Je pourrais nommer PME Montréal. PME Montréal qui aide au financement, pas seulement des jeunes. Mais il y a d'autres organisations aussi qui vont le prêter. Regarde, je vais parler même d'un secteur afro-entrepreneur. Oui. Il y a d'autres types de financement pour la communauté d'origine africaine. Donc, moi, le meilleur conseil que je donne aux gens, là, c'est essayer de faire vos devoirs dans votre région, pousser loin, puis ça va vous amener à des réponses qui vont vous faire avancer. Mais il n'y a pas de réponse vraiment toute faite actuellement. Il n'y a pas un one-size-fits-all. Non, pas du tout. C'est de l'entrepreneuriat, puis encore une fois, pour se démarquer, il faut travailler fort. Ça fait un peu partie du chemin, parce qu'effectivement, comme tu disais, si les opportunités se retrouvent toutes à la même place, dans le même hub, dans le même parcours, puis qu'il y a des repreneurs d'un bar, puis, je veux dire, ça fait monter les enchères, mais les opportunités ne sont pas nécessairement là après ça. Fait que... Puis la vraie opportunité, c'est d'être capable d'avoir un cédant sur un plan de 5 ans. Ça, c'est une vraie opportunité. Parce que la première année, c'est une année d'observation. Tu sais, comme tu fais pas de changement dans ta structure d'action. Tu définis un plan de l'année 1 pour dire, OK, moi, je suis dans tel secteur. On peut faire ça peut être une démarche exploratoire l'année 1 pour voir si on a un bon fit entrepreneurial. Il y a des tests psychométriques qui peuvent être faits aussi avant pour être sûr que les profils sont complémentaires. Puis après l'année 1, bien là, ça nous donne vraiment une bonne idée. Mais il faut avoir un plan sur 5 ans. L'année 1, on va faire ça. L'année 2, on va faire ça. L'année 3, on va faire ça. Aussi, comme repreneur, d'avoir aussi un commitment du cédant. Pour pas dire que ça fait 3 ans qu'on est en mode exploratoire. Et là, ça peut être long. Mais si on a un plan qui est défini dans le temps, bien, même une relève avec un fort profil d'entrepreneur, il va être prêt à attendre parce qu'il y a une perspective. Il voit une perspective. Mais sans perspective, il va perdre sa relève. Non, effectivement. Mais c'est une bonne idée, mais qu'est-ce que tu vois comme modèle dans ce temps-là sur 5 ans? Ça veut dire que la première année, il n'y a pas d'acquisition d'actions, il n'y a rien. Il y a un rôle à définir avec un salaire, par exemple, pour l'acquéreur. Il s'implique peut-être pas à temps plein même, mais plus en mode observation. Puis après ça, il y a des milestones qui sont définis pour l'acquisition d'actions progressives jusqu'à
le exit complet, c'est ça? Oui, c'est pas mal ça. Je te dirais même, tout dépendant du modèle, là, moi, je te dirais que l'année 1, c'est quasiment peut-être dedans à temps plein. OK, pas à demi-mesure, pour vraiment tester la relation. Ça, c'est parce qu'on parle souvent d'un transfert de propriété. Une propriété, je ne chicane pas. Une valeur d'une action, ça ne se chicane pas. Les individus, par contre, ça peut être complexe. Puis c'est un peu ça qu'on veut voir l'année 1. Mais après l'année 1, on met un plan d'acquisition graduelle des actions. Exemple, après l'année 1, on pourrait faire un gel. Donc, un gel, donc, l'entreprise, elle vaut 500 000. Bon, on gèle cette valeur-là, puis on en met des nouvelles actions qui vaut 1 $, que à ce moment-là, bien, si j'ai 20 on peut aller 10 l'année 2, bien, acheter 10 actions, ça me coûte 10 $. Donc, si tu as un obstacle au financement, mais comme cédant, je réfléchirais. Donc, ensuite, l'année 3, bien, on augmente le taux d'acquisition. Mais là, la valeur des actions, elle augmente. Elle augmente parce qu'on prend toujours la valeur en temps réel et non... Exact. La valeur passée est faite. Donc, c'est tout ce que la relève va permettre d'amener une valeur supplémentaire. Pour le cédant aussi, ça va être c'est une bonne... Là, c'est là qu'il y a le win-win, dans le fond. Exactement. Donc, quand je parle des années suivantes, c'est vraiment du rachat graduel. Comme ça... Parce que c'est sûr que l'année 1, l'année 2, en fait, le 10 d'actions à 10 $, c'est pas trop cher. L'année 3, mais là, ça se peut que tes actions, j'espère, qu'ils ont pris de la valeur. Pour racheter, déjà comme acquéreur, tu viens d'avoir des actions qui viennent prendre de la valeur. Mais là, tu en rachètes. Mais si tu es déjà dans l'organisation, tu pourrais prendre une partie de ton salaire pour acheter tes actions. Donc, il y a un mécanisme, ça se fait en douceur, mais ça se fait beaucoup dans les entreprises familiales. Mais avec des acquéreurs externes, on n'est pas dans cette culture-là. Non, pas encore. Ouais. Mais j'ai des modèles qui l'ont fait, là, à des belles entreprises, qu'on va donner un exemple, qu'on a donné récemment, le 2 octobre, là, la grande conférence avec M. Pierre Fitzgibbon, Denis Deschamps, du Conseil du patronat. Donc, Denis Deschamps est une entreprise, puis pendant 10 ans, il a mis des relèves dans sa structure, à la place de le vendre à des fonds étrangers. Donc, ça se fait. On a des modèles qui ont eu des bons coups, puis on essaye un peu aussi d'informer les gens que ça se fait là, actuellement. Parle-nous de ces grandes conférences-là. Je sais que celle du 2 octobre, tu as juste me parlé, c'était quoi les sujets abordés, puis s'il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, peut-être les dates là, à partir du mois de décembre. Oui, là, c'est triste, on est au mois de novembre, mais le 2 octobre, on a eu quand même notre lancement des grandes conférences GUCAM. C'est qu'en fin de compte, on invite des décideurs, des gens qui ont un impact sur la société. Et là, notre invité qu'on a eu au mois d'octobre, c'était Pierre Fitzgibbon, donc sa première apparition publique. Après sa démission comme Après cette démission comme ministre, il tient à cœur les entreprises qui ont des sièges sociaux ici. Le Québec Inc., il veut que ça perdure. Puis, en fin de compte, Denis Deschamps, qui est président du Conseil de patronat aussi, il veut que les lois et réglementations soient adaptées pour pouvoir maintenir le Québec Inc. Donc, en fin de compte, c'est des conférences avec des gens qui ont un impact sur la société. Puis parfois, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut partir d'un angle stratégique, essayer d'influencer de plus de personnes qui occupent des postes de haut niveau pour essayer d'informer que notre économie est importante au Québec, sur les PME. Puis cette conférence-là traitait vraiment sur le reprenariat, un sujet qu'on parle aujourd'hui. Ouais, ça a comme effet aussi de réunir le milieu d'affaires, peut-être de vous aider dans le financement de la mission aussi, puis de faire réfléchir d'autres organismes qui pourraient être partenaires avec vous autres, j'imagine. Là. Effectivement, tu annonces c'est un bon point que tu parles. Le Centre d'entrepreneuriat, le GUCAM, est un OBNL. Nous, on veut être le plus autonome possible pour offrir des besoins qui sont le plus réels aux entreprises. Donc, on cherche des sources de financement qui vont être vraiment axées sur les services que les entrepreneurs ont besoin. Donc, c'est sûr qu'actuellement, on a un partenaire majeur qui est national, la Banque nationale. Donc, grâce à eux, le centre existe. C'est eux qui ont propulsé, mais là, on est rendu adolescent. Donc, Banque nationale demeure être un grand partenaire, mais on est vraiment à la quête maintenant d'autres gros partenaires qui voudraient mettre l'épaule à la roue pour pouvoir contribuer à cette mission-là. Ouais. Écoute, Martin, c'était super intéressant. On pourrait continuer bien longtemps encore à parler d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci vraiment de t'être déplacé ici et d'avoir voulu ouvrir le jeu sur le reprenariat. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi et ton équipe pour l'invitation. Donc, au plaisir de contribuer dans le futur avec votre équipe. Merci. Bye-bye. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.